Est-ce que vous croyez au paranormal? Peut-être que oui, peut-être que non, mais ce qui est sûr, c'est que les personnes qui nous ont partagé ces histoires, elles y croient dur comme fer. Bienvenue aux passionnés de paranormal, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je m'appelle Kéliane, je suis à la base sur TikTok, mais j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Et aujourd'hui, je vais vous raconter trois histoires différentes. Une première qui m'a été envoyée sur mon compte TikTok, une deuxième que j'ai reçue par mail, et une troisième qui vient d'un témoignage que j'ai trouvé sur Internet. Partons tout de suite pour la première histoire. La première histoire nous vient tout droit de Haïti et nous a été racontée par Jessie. Pourquoi j'ai choisi ce prénom? Donc, Jessie, voilà, on va dire Jessie, c'est mieux. Jessie, c'est une jeune fille qui nous raconte qu'au moment des faits, elle avait pour habitude de dormir sans vêtements et sur le dos. Mais elle a fini par arrêter. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte à un certain moment qu'à chaque fois qu'elle le faisait, elle faisait comme des sortes de paralysie du sommeil. Elle était bloquée, elle avait comme l'impression d'avoir un poids sur la poitrine, ne pouvait ni bouger, ni parler et avait du mal à respirer. Et c'est à partir de là qu'elle s'est dit non, il faut que j'arrête, surtout après l'événement que je vais vous raconter juste après. Jessie, elle est dans sa chambre, il fait nuit, elle est toute seule, elle est sur son téléphone, comme on le fait tous. Vous savez, le moment où vous êtes fatigué, que vous avez votre téléphone et vous commencez à somnoler au point où le téléphone tombe sur vos têtes. Ça fait très mal d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que Jessie pose son téléphone et décide d'aller se coucher. Sauf que très vite, alors qu'elle est dans une phase qui n'est pas vraiment profonde de sommeil, elle se rend compte qu'il y a quelque chose d'étrange. Elle sent comme si la couverture qui était posée sur elle se met lentement à glisser sur ses jambes et comme si quelqu'un venait s'asseoir sur elle lentement. Elle ne peut pas bouger, elle ne peut rien faire et n'arrive même pas à ouvrir les yeux. Et le pire, c'est que peu après qu'il y ait tout ça, que la couverture bouge, etc., elle sent quelqu'un qui touche sa poitrine et qui fait pire. Je ne sais pas si je peux le dire, j'ai peur que YouTube me bloque, je ne sais pas. Mais en tout cas, la personne passe sa langue sur sa poitrine. C'est la sensation qu'elle ressent. Quelques temps plus tard, d'un coup, elle arrive à ouvrir les yeux, à se mouvoir à nouveau. Et quand elle regarde autour d'elle, il n'y a rien. Il n'y a personne et surtout sa couverture est revenue en place. Ça aurait très bien pu être une hallucination en soi, mais au départ, elle se demande si ses cousines n'ont pas voulu lui faire une blague. Mais dans ce cas-là, de un, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas réussi à ouvrir les yeux? Et de deux, comment est-ce qu'elle n'a rien entendu? Elle n'a pas entendu la porte s'ouvrir, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, il faut aussi savoir que Jessie et ses cousines ont vécu d'autres phénomènes paranormaux dans la maison, puisque quand elles étaient éveillées durant la nuit, il n'était pas rare de voir des ombres passer dans le couloir. C'était pas juste une impression de voir quelqu'un passer au coin de la pièce, non, c'était vraiment qu'elles voyaient très clairement des ombres dans le couloir. C'était inexplicable, il n'y avait pas de source de lumière ou de raison valable que ça arrive, mais elle et sa cousine pouvaient voir ça plusieurs fois, surtout entre minuit et 2 heures du matin. Jessie, elle a grandi, le temps est passé, aujourd'hui c'est une jeune femme, elle ne vit plus dans cette maison-là, mais les phénomènes ne se sont pas arrêtés là-bas, bien au contraire, puisque ses cousines témoignent que même si Jessie n'était pas là, elles ont continué à voir des ombres et aussi à entendre des bruits suspects, comme si au final, les entités potentielles qui étaient dans cette maison n'étaient jamais parties. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette première histoire. Les commentaires sont un espace où vous pouvez donner votre avis, vos théories. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous n'y croyez pas? Mais surtout, est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de similaire? Et nous, on va tout de suite passer à la deuxième histoire. Deuxième histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle de Claire. Elle habite en France, elle a toujours vécu dans la même maison, mais il faut savoir qu'elle n'a jamais cru au paranormal, elle n'a jamais vécu de phénomènes paranormaux jusqu'à ce moment qu'elle va nous raconter. Elle a grandi dans sa maison avec sa mère, c'est un endroit auquel elle est beaucoup attachée, sauf qu'elle a dû déménager. Pour quelle raison? Sa mère est décédée dans un accident de voiture. Ça a été très pénible, elle ne s'y attendait pas et c'était quand même difficile pour elle de se remettre, donc ça a été encore plus dur quand elle a dû quitter la maison pour aller vivre dans un plus petit appartement avec son père. Mais ça a commencé à devenir bizarre dans la mesure où Claire a commencé à rêver de sa mère. Alors oui, on peut rêver d'un proche décédé peu de temps après son décès, mais là c'était quand même un peu étrange parce que sa mère lui apparaissait pour la prévenir qu'il allait arriver des choses bizarres, des accidents,
lui dire qu'elle ne devait pas sortir de la maison, lui dire de faire attention en étant dehors. C'était pas tout le temps, c'était pas tous les jours, mais c'est vrai qu'à chaque fois que ça arrivait, très peu de temps après, voire même le lendemain, il se passait quelque chose d'étrange. Le premier rêve que Claire a fait, c'est quand elle venait d'aménager dans leur nouvel appartement. Et là, elle va rêver de sa mère une nuit. Cette dernière lui apparaît pour lui dire qu'il faut qu'elle fasse attention en traversant la route. Déjà, c'est très précis comme information, mais Claire, elle n'y croit pas à ce genre de choses. Elle se dit simplement que sa mère lui manque et que son cerveau lui fait croire des choses qui ne sont pas réelles. Elle ne prend pas en considération cet avertissement. Elle sort comme d'habitude, elle ne fait attention à rien, d'autant plus que il ne va rien se passer d'étrange. Quand elle va à l'école, elle prend le bus, elle traverse la route et rien. Alors elle continue sa journée sans souci. C'est au moment de rentrer, alors qu'elle est en train de traverser la route sur le passage piéton, qu'elle manque clairement de se faire tamponner par une voiture qui l'esquive de justesse. Et c'est là qu'elle va être choquée parce qu'elle se dit waouh, comment ça se fait en fait que j'ai rêvé de ça hier et aujourd'hui ça m'arrive. Mais il y a toujours le côté sceptique, donc c'est ensuite que ça va devenir encore plus bizarre. Une autre fois encore, elle rêve de sa mère. Cette dernière va lui dire qu'il y a un décès qui va se passer dans son entourage. Comment ça, un décès? Elle vient déjà de perdre sa mère, bon, ça fait déjà un certain temps, mais c'est à tout récent, c'est encore tout récent, c'est encore tout frais. Donc pour elle, c'est impossible. C'est encore une fois son cerveau, elle n'y croit pas. C'est un esprit cartésien et ce genre de personnes, même si tu leur mets les preuves en évidence sous les yeux, impossible en fait qu'ils y croient. Et elle n'y prête pas attention à nouveau. Figurez-vous que 2, 3 jours après, qui décède? Le demi-frère de la jeune fille. Claire avait un demi-frère qui était issu d'une première union avec son père. Il aimait beaucoup la moto, c'était un fan absolu de moto. Il n'était jamais sans sa moto, vraiment c'était ce qui le caractérisait. Et il avait tendance lui-même à dire même que s'il devait mourir un jour, il préférait choisir de mourir à moto. Et bien figurez-vous que c'est ce qui est arrivé. Très violent et qui a fait qu'il décède sur le coup. Là encore, Claire est choquée. C'est la deuxième personne qu'elle perd en peu de temps et surtout ces fameux rêves où elle voit sa maman arriver. Alors elle commence à prendre ça au sérieux uniquement après le décès de son frère. Les semaines passent et deviennent des mois. Claire se met doucement mais sûrement du décès de son frère. Elle ne fait pas complètement son deuil parce que ça a été tellement violent que c'est dur de se remettre de ce genre de choses. Mais elle va encore à nouveau rêver de sa mère. Alors cette fois-ci, après le décès, même si elle a l'esprit cartésien, elle décide de prendre en considération ce que le rêve dit. Et sa mère, dans son rêve, lui dit clairement qu'elle ne doit pas sortir le lendemain. Le lendemain, Claire avait prévu une soirée avec des amis. Et cette soirée, elle ne va pas y aller. Mieux encore, elle ne sortira pas de toute la journée parce qu'elle se dit, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Alors, ça peut être un accident, ça peut être autre chose. Je préfère ne pas sortir, même faire les courses. Elle ne sort pas du tout. Elle décline l'invitation, elle appelle ses amis, trouve une excuse et dit qu'elle ne viendra pas. Ils sont un peu déçus, mais ils finissent par comprendre. En plus, elle est en deuil encore, donc ils laissent tomber. Et qu'est-ce qui va se passer durant cette soirée-là? C'est que durant la soirée, il y a eu une explosion liée avec du gaz et il y a un de ses amis qui a été gravement brûlé par tout ça. Et au final, elle se dit, eh bien, peut-être que si j'y étais allée, ça aurait été moi. Ce genre d'histoire, on y croit ou on n'y croit pas. Bien sûr, personne n'est forcé à y croire. Mais si vous y croyez, donnez-moi votre avis en commentaire et dites-nous, selon vous, qui est la personne qu'elle voit. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui pensent que quand on rêve de personnes, ce ne sont pas forcément elles. Tantôt, ce seraient des anges gardiens, tantôt, ce seraient des djinns, tantôt, ce seraient des esprits. Est-ce que c'est réellement sa mère? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous ça en commentaire. Et là, on va passer à la troisième histoire, qui est un témoignage que j'ai trouvé très intéressant, toujours lié au paranormal. Les faits se déroulent dans les années 80 à Londres. Emmanuel, mère de famille, ses enfants et son mari viennent d'aménager dans une nouvelle maison. Ils se sentent très chanceux parce qu'ils n'avaient jamais eu ce genre d'habitation avant. C'est une maison ancienne qui est très belle, qui est encore très brute. Il y a encore les anciennes traces des travaux passés qui sont là. Donc elles se sont très chanceuses d'être là. Sauf que très rapidement vont commencer à se dérouler des choses étranges dans cette maison. Déjà, il faut savoir que Emmanuelle elle-même sentait souvent des présences dans les pièces. Si elle était au salon ou dans la chambre, elle avait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui l'observait et elle ne savait pas expliquer pourquoi, sachant que c'est pas quelqu'un qui à la base est forcément très porté sur le paranormal. Bon, elle se dit forcément nouvelle habitation, nouveau style de vie, donc
elle met ça sur le compte du déménagement et passe à autre chose. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Très rapidement, elle commence à aussi sentir des courants d'air dans la maison, mais aussi comme si devant elle, il y avait soudain un rideau qui bougeait. Vous voyez quand le rideau bouge et vous sentez un léger courant d'air, eh bien c'est ça qu'elle ressent quand elle est dans le salon, dans la chambre, qu'elle est en train de dormir, comme si quelqu'un passait très rapidement devant elle, quelqu'un qu'elle ne pouvait pas voir. Au départ, elle se dit, tant qu'elle est la seule à le voir, c'est que peut-être c'est son imagination, sauf que très rapidement, ça va se contaminer à un peu tout le monde dans le foyer. Les enfants qui dorment dans la même chambre à la base vont commencer à s'accuser l'un l'autre, disant que l'un ou l'autre vient le chatouiller dans la nuit. Elle décide d'écouter ses enfants l'un à la suite de l'autre et elle se rend bien vite compte que c'est impossible, déjà parce qu'il y en a un qui a très peur du noir, donc il se lèverait jamais la nuit, et surtout, si jamais l'un se levait pour chatouiller l'autre, il faudrait qu'il recourt dans son lit à nouveau, qu'il se couvre, qu'il fasse semblant de dormir. C'est des enfants, ils ont 4 et 7 ans, donc vraiment c'est un peu gros et ça s'entendrait la nuit, deux enfants qui courent et qui jouent dans la chambre, mais elle n'a jamais entendu ses enfants faire autant de bruit. Et surtout le plus grand jure sur tout ce qu'il a de plus cher qu'il n'a jamais chatouillé son frère. La solution pour elle, ça va être de prendre le plus grand, de le mettre dans une autre chambre comme ça. Chacun sa chambre, chacun son espace, débrouillez-vous comme ça. Sauf que ça ne va pas s'arrêter alors que chacun a une chambre à lui. Ils continuent à se faire chatouiller les pieds durant la nuit et ça devient fatigant pour eux parce qu'ils n'arrivent plus à suivre, ils n'arrivent plus à être bien le matin, ils manquent d'énergie. Mais ce n'est pas tout. Très rapidement, il y a d'autres phénomènes qui s'accumulent, des objets qui disparaissent et qui réapparaissent ailleurs. Emmanuelle nous raconte qu'un jour, elle a fait les courses, elle était assez chargée, elle avait plusieurs sacs avec elle. Elle déballait les courses petit à petit quand elle se rend compte qu'il manque un article dans ces sacs. Une bouteille de jus d'orange qui est très lourde déjà. Les enfants n'auraient pas pu la soulever pour aller la cacher et surtout, elle les aurait vus. Et pourtant, impossible de mettre la main sur la bouteille. Elle a fouillé les placards, les armoires, elle a ouvert partout, même le frigo, parce que vous savez, si vous avez la tête ailleurs, la fatigue, la vie à gérer, vous pouvez oublier des choses. Mais Emmanuelle ne va trouver cette bouteille nulle part. Un jour, alors qu'elle est vraiment excédée de ne pas retrouver sa bouteille, elle cherche encore et là, la bouteille lui tombe sur la tête. Elle tombe d'une étagère qui est très haute, qu'elle n'aurait jamais pu penser à mettre la bouteille là-bas et aucun des enfants n'aurait posé la bouteille aussi haut. Et son mari, franchement, quel âge a-t-il pour se mettre à faire des blagues du genre? Impossible. Donc elle a commencé à se remettre en question et à se dire peut-être que notre maison est hantée. D'autant plus que certes, ils le voyaient eux à la base parce qu'ils vivaient dans la maison, mais un jour, un des voisins avec qui ils avaient lié une amitié depuis qu'ils étaient arrivés ici va se rendre compte que lui, il y a effectivement des choses bizarres qui se passent dans cette maison. Il n'était pas rare que pendant qu'il venait prendre le thé ou l'apéro, il voyait des ombres que Manuelle elle-même avait déjà vues auparavant, mais avait mis sur le compte de son imagination et sa paranoïa liée au phénomène qu'elle vivait déjà. Mais le voisin lui-même va confirmer que oui, effectivement, il y a une ombre. Pire encore, cette ombre n'est pas l'ombre d'un adulte, on a clairement l'impression qu'il s'agit d'un enfant. Et c'est là où Manuel va se dire, peut-être qu'en fait, il s'agit d'un enfant. L'esprit d'un enfant qui nous fait des farces parce qu'au final, aucun des événements, à part la bouteille, n'était violent ou très très effrayant. Ça ressemblait plutôt à des farces qu'un enfant est capable de faire. Puis, du jour au lendemain, il va se passer quelque chose d'assez étrange. Enfin, pas si étrange parce qu'au final, c'est les choses de la vie. Le voisin avec lequel ils avaient lié amitié va commencer à se faire rare. On ne le voit plus, on n'entend plus parler de lui et ça devient presque inquiétant. Manuel décide de frapper à sa porte, aucune réponse. Et au bout d'un certain temps, elle décide d'appeler la police. Et on va découvrir le voisin décédé. Ce qui est étrange, c'est qu'après le décès du voisin, il ne va plus rien se passer dans cette maison. Plus de bruit, d'ombre dans les couloirs, plus de chatouilles la nuit pour les enfants, plus d'objets qui disparaissent, rien du tout. Alors, soit c'était lui avec qui c'était lié au final, soit l'explication que Manuel a trouvée et qui pour elle est le plus logique quand elle y pense, c'est que l'esprit du voisin aurait permis à l'esprit de l'enfant de partir de l'autre côté. Qu'est-ce que vous pensez de cette troisième et dernière histoire? Alors moi, pour ma part, je me dis, si ça m'était arrivé, peureuse nationale que je suis, je pense que j'aurais abandonné mari et enfant, une mère indigne, pour partir de cette maison. Mais elle est restée et elle est convaincue
qu'elle avait été face à l'esprit d'un enfant qui était coincé dans la maison. Maintenant, est-ce que le voisin a bel et bien chassé l'esprit ou est-ce qu'il l'a amené avec lui vers la lumière? On ne le saura pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'après ça, la famille n'a plus jamais été dérangée et a continué sa vie sans aucun problème.